Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans détour, le podcast de Genilem avec le soutien de la FIT. La FIT, c'est fondation-fit.ch. Ils soutiennent des projets tech, des projets digitaux et des projets à impact dans le canton de Vaud. Allez voir leur site internet fondation-fit.ch. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, en clé de leur parcours, mais souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai le grand plaisir de recevoir Steph Cruchon. Salut. Salut Cyril, merci Serial beaucoup. entrepreneur, pardon. Merci beaucoup pour l'invite. Content que tu sois là. Serial entrepreneur qui débute en agence digitale au début des années 2000 avant de lancer Design Sprint. C'est du service à des entreprises, on va en parler en 2015. Après le Covid, vous lancez un nouveau projet, Genius Lucky. Ouais. C'est une start-up qui est à mi-chemin entre la valorisation du patrimoine et du tourisme. Ouais. On va parler UX, Oh et donc oui. utilisateur, solutions digitales et sprint. Yes, Ça te va? trop bien. On y va. Génial. Alors, première question, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ouais, merci beaucoup. Déjà, merci de l'invitation. J'écoute souvent le podcast, donc trop plaisir d'être là. Je m'appelle Steph Cruchon, en vrai Stéphane, mais tout le monde m'appelle Steph depuis toujours. Je m'appelle malheureusement aussi Cruchon, c'est comme ça. Et je me présente souvent comme un designer. Ça fait 20 ans que je suis designer, finalement, avec plein de casquettes différentes. Et donc, comme tu l'as très bien dit, designer avec un passé 10 ans dans les agences, 10 ans dans le design sprint, on va approfondir, je pense. Et maintenant, depuis 3 ans, on a une start-up super excitante. Donc, voilà. Designer, pourquoi, comment, c'était quoi? C'est depuis tout petit, tu aimes designer des choses? Ouais, donc, tu veux revenir loin en arrière ou, Vas-y. ouais. Je pense que depuis tout petit, j'aime bien dessiner. Tu sais, quand tu as déjà 4 ou 5 ans, puis on te dit tu as un don au dessin, puis en fait, tu y crois. Et du coup, j'étais tout le temps là-dessus, quoi. Et du coup, les années passent, à l'école, ça se passe plutôt bien, voilà, mais j'ai toujours ce côté, voilà, je suis toujours le premier à faire ça. Puis du coup, je m'intéresse à la BD, à ce genre de choses-là, donc voilà. Et j'évolue au final, j'entre dans une école qui s'appelle l'ERACOM, qui fait à l'époque, ça s'appelait concepteur en multimédia, le métier, ça s'appelle maintenant Interactive Media Designer, ce qui est vachement plus classe, mais En c'est anglais, ouais. la même chose. Où c'est ces métiers un peu du multimédia, un peu touche à tout. On a fait de la vidéo, de la 3D, du web beaucoup, de l'animation, enfin plein de choses, avec toujours l'idée qu'un jour je ferais des BD ou du dessin. Et en fait, très rapidement, je découvre qu'il y a plein d'autres choses à faire dans ce côté créatif, quoi. Et là, t'as quel âge? C'est quoi? C'est après le cycle? C'est après une maturité? C'est quand? Ouais, donc moi je suis dans le canton de Vaud, donc en fait, région de Morges, on n'a pas le cycle, on a le gymnase. Pardon. C'est égal. On a le gymnase, et du coup, c'est directement après le gymnase. Je fais l'ERACOM, en fait, cette école, en me disant que plus tard j'irai à l'Uni, j'irai genre à l'ECAL ou à l'université. Et puis je me passionne tellement pour voilà, pour ces métiers-là. Je commence aussi à gagner un petit peu d'argent parce que je fais des petits mandats voilà, à côté, quoi. Des logos, voilà, des logos, des petits sites web, des choses comme ça, où ça commence déjà. Puis je me dis, mais en fait, je peux rapidement en vivre. Et donc, très rapidement, je vais trouver du travail. Et du coup, je fais pas l'Uni, je saute cette case-là pour entrer, du coup, très jeune dans le monde du travail. Et donc, j'ai déjà 20 ans et je suis déjà en agence, quoi. Et pourquoi en agence et pas indépendant à l'époque, si tu avais déjà quelques petits mandats assis là? Ouais, alors, j'avais des hautes espérances, je voulais voyager, je voulais faire des trucs comme ça, puis évidemment mes petits mandats d'indépendant, enfin voilà, je pouvais pas vraiment espérer en vivre réellement. Et je voulais aussi, je pense que je voulais de l'expérience, je voulais travailler sur des vrais trucs. Et là, je me fais engager, donc on est en 2005, un truc comme ça, dans une agence qui s'appelait à l'époque Marvel Communication, qui est devenue Label, qui est devenue Imakina, donc une très grosse agence web de la place genevoise. Et je me retrouve à l'âge de 20 ans déjà à toucher du code de production sur des gros sites web, hein. On avait le World Economic Forum, la plupart des sites horlogers de la place de l'époque, enfin tout le groupe Richemont, etc. Et en fait, on me donne à moi la responsabilité à 20 ans d'aller bidouiller ces sites, enfin bidouiller, non, je savais quand même globalement ce que je faisais, mais c'était quand même des grosses responsabilités, puis pousser en production des trucs quand même très importants. Ça t'a Donc, appris quoi, ce monde de l'agence? plein de choses. Ça m'a appris à collaborer avec les autres, à accepter que tu es
comment dire, tu es une partie d'un processus plus global, finalement. Donc, tu deviens spécialiste d'une partie, mais j'ai appris très tôt que je devais bien m'entendre avec les devs, qui sont des fois difficiles à manœuvrer. Donc, les devs back-end ou comme ça, qui sont une catégorie de personnes, on va dire. Tu t'apprends aussi qu'il faut vendre ses mandats, ses sites, donc toujours un gros respect pour les sales, etc. Donc voilà, c'est une chaîne. J'ai aussi appris que j'étais nul en anglais, donc il fallait que j'apprenne rapidement l'anglais si je voulais un peu monter les échelons. Et voilà, donc c'est une super expérience de vie, quoi. Ok. Ouais. Et elle dure 10 ans, à peu près. Ça dure à peu près 10 ans, cette période d'agence. Il se passe plein de choses pendant ces 10 ans. Je deviens en gros chef d'équipe de ce qu'on appelait à l'époque la prod, ce qui s'appellerait maintenant le front-end développement. Je parle de code et de développement, mais en fait j'ai toujours un ADN plutôt visuel, graphique, UX, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque le User Experience Design. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, et du coup j'ai appris à coder dès l'école, et après j'ai accepté en fait ce côté technique. Puis ta question c'était, est-ce que je l'ai oublié du coup? Non, 10 ans, et puis, Oui, 10 ans. et puis quoi, t'en as marre Non, alors, ouais, ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc je deviens chef d'équipe, il se passe un peu plein de choses, etc. Et puis je me rends compte que j'atteins un peu une sorte de plafond où on me met pas devant le client, alors que j'ai plein de choses peut-être à amener ou à dire, ou j'aimerais bien le rencontrer, etc. Il y a toujours des key account managers qui sont au milieu, ou les sales qui parlent aux clients, mais moi, alors que je fais quand même une partie importante du truc, je lui parle pas directement. Toujours cette frustration. Puis au bout d'un moment, je me rends compte que c'est essentiellement parce que tous les gros projets sont en anglais et que je parle anglais comme une chèvre, quoi. Et du coup, je me dis, il faut que je parte et que j'aille vraiment apprendre l'anglais. En fait, que je le pratique. J'avais appris l'anglais. Je suis allé à l'école, mais je ne l'avais pas appris au niveau où je pouvais avoir des vraies conversations professionnelles sur ces trucs-là. Et donc, j'avais économisé quand même. Et je me dis, pouf, 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 où est-ce que je peux partir pour apprendre l'anglais? Et je tombe sur Vancouver. Je me dis, c'est là-bas où je vais aller. Ça ressemble en gros à la Suisse. C'est super beau. Il y a des montagnes, il y a l'océan. C'est très loin. Et voilà. Et l'anglais me semblait aussi être un anglais américain, mais pas complètement américain. Enfin, pour plein de raisons, c'était un endroit qui me plaisait. Et je suis parti 6 mois là-bas. Faire en agence ou Alors, apprendre en école? je suis allé en école. Il y a ces écoles, tu sais, privées où voilà, donc c'est assez cher, mais j'avais financé ça de ma poche. Et puis c'était assez cool parce que le matin, tu as les cours d'anglais et l'après-midi, tu faisais ce que tu voulais, donc un peu YOLO. Puis j'étais vraiment en mode exploration, découvrir la ville, m'éclater. Voilà, plein de choses. Et puis, avec toujours un peu l'espoir que j'allais peut-être trouver du travail là-bas. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très compliqué de travailler. Il faut je sais pas si c'est la green card ou l'équivalent. En tout cas, que ça serait pas si simple que ce que je pensais. Donc, j'ai eu de nouveau des mandats un peu en freelance, à l'arrache, etc. Rien d'officiel pendant ce temps-là, mais qui m'a quand même payé une bonne partie du voyage. Puis après, il était temps de rentrer. Et là, on est à l'été 2011. Et c'est quand même un moment important. Parce que j'ai aussi le secret espoir. En fait, ce voyage avait deux buts. Un, c'était d'apprendre l'anglais, et deux, rencontrer la femme de ma vie. Ce que j'ai pas du tout fait. L'anglais, quand même? L'anglais, oui. Oui, Alors, ok. l'anglais, oui. Je suis entré avec plutôt du bon anglais, mais j'avais pas rencontré la femme de ma vie à Vancouver. Et du coup, je rentre, et 2 jours après, donc je suis vraiment dans le train chez moi, quoi, à Morges, et je vois une fille que je trouve incroyable. Première fois que je la vois. Et je me dis, mais il faut que je lui parle, quoi. Et tu sais, t'as ces quelques moments dans ta vie où tu te sens, t'es au top, quoi. T'es bronzé, parce que comme t'es en août, je venais de rentrer de ce grand voyage, je parlais anglais. Évidemment, je me doutais bien qu'elle devait parler. Elle semblait exotique, un peu comme ça. Enfin, je savais que je l'avais jamais vue, en fait. Et je me disais, elle doit parler anglais. Et je me suis dit, il faut que je lui parle dans le train. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai parlé à une femme dans le train, hein. Ne m'arrêtez pas. Et du coup, elle me dit son nom, elle dit, je m'appelle Aigle. J'ai pas compris son nom, je lui ai demandé 3 fois, et en fait c'est Aiglé. Elle vient de Lituanie, et en fait ça devient la femme de ma vie, qui devient ma femme et ma partner in crimes pour tout ce qu'on a fait par la suite. Donc toute la suite du parcours, c'est avec Aiglé. Qui reste, du coup, elle est arrivée en Suisse depuis une semaine, et elle reste voilà, ici, et on monte Design Sprint et Genius Lucky par la suite ensemble. Donc, Grosse intro, désolé. tu rentres avec l'anglais et au final, la femme de ta vie à une semaine près, Voilà, c'était plutôt. tu l'avais découvert à Ouais, Vancouver, bon, c'était Morges. ouais, c'était Morges, en fait. C'est moins exotique, mais visiblement ça marche. Ça marche aussi, ça marche aussi. Tu retournes en agence? Parce que Ouais, si tu me dis qu'on est en 2011, Design Sprint c'est 2015, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. En fait, je retourne en agence parce que, du coup, comment dire,
J'avais fait ce que je voulais faire, en gros. Et puis, ils m'avaient tout de suite, ils avaient repéré que j'allais rentrer. Et donc, les gens de label à l'époque m'ont recontacté, on dit, hey, tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Et puis voilà. Puis évidemment, vu que j'avais vidé mon compte bancaire en faisant le kéké pendant 6 mois à l'autre bout de la terre, il fallait quand même travailler un peu. Et du coup, j'accepte et je reviens avec une position un peu différente, avec un rôle qui était moins à faire du code, un rôle plus global en fait, où je faisais des sites plus petits, je travaillais moins sur les très grosses plateformes, mais je faisais l'entier du site. Donc la relation client, le design et le code en fait, jusqu'à la mise en production. Donc tout ce qui était plus petit me donnait à moi et je le faisais un petit peu en mode solo dans ce cadre d'agence. C'était très cool. Et je me suis éclaté pendant 2-3 ans à faire ça. Jusqu'à ce qu'on vienne me débaucher. En fait, c'est un ancien de l'agence qui était parti, qui a créé son agence, s'appelle Maskin à Fribourg. Et ils remportent un très grand client qui est la banque Swissquote, que vous connaissez sûrement si vous êtes un peu dans la tech en Suisse romande. Ouais, même si on n'est pas dans la Voilà. tech, je crois. Et ou dans la finance. Et du coup, ils remportent ce grand client et ils leur font un designer digital. Et on s'entend bien et tout ça. Et du coup, ils me débauchent et je me retrouve dans ce petit studio à Fribourg qui est un mix. C'est ultra intéressant parce que c'est un mix de designers de produits, hardware, digital et aussi d'architectes qui construisent brick and mortars, donc vraiment qui vont construire des écoles en l'occurrence ou des bâtiments. Petite équipe hyper pointue. Je pense que c'est toujours à ce jour les meilleurs designers que j'ai rencontrés, vraiment un sacré niveau là-bas. Extrêmement challenging et on passe du coup 3 ans à Fribourg avec Aiglé. À faire le site internet de Swissquote, à faire l'app de Swissquote, à faire quoi? Ouais, à ce moment-là, le mandat qu'on nous donnait, ce qui était. Maintenant, bien sûr, tout est intégré dans Swissquote, mais à l'époque, le site était à l'interne chez eux, mais les apps, c'était à l'externe. C'était chez nous. Et moi, j'avais ce rôle de devoir amener la cohérence. À l'époque, il y avait encore iOS pour Apple, Android et puis Windows Phone, ça existait encore. Et il fallait amener de la cohérence dans tout cet univers. Et puis voilà. Puis, je pense que c'est intéressant parce que c'était un produit très complexe. Il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient, évidemment, et qui tradaient leurs économies dessus. Et moi, en fait, je découvrais cet univers. J'ai jamais fait de trading. Je connaissais mal la finance. Je connaissais déjà bien le design en général. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille de manière proche avec eux. Puis au départ, c'était vraiment des échanges d'emails comme ça avec le project manager. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans l'équipe qui connaissaient très bien le produit, mais moi, j'y accédais pas. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il faut que je me rapproche de ces gens qui savent. Et ça m'a poussé à m'intéresser aux méthodes de design, design thinking, etc., pour comment je travaille de manière très proche avec mes clients, ce qui est du coup la porte à Design Sprint. Pourquoi c'est important de travailler comme ça avec ces gens-là et pas avec les ouais. responsables projet Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, dans tout ce que j'ai designé. Ça fait quand même 20 ans que je design des trucs. C'est qu'au final, tu as toujours les experts métiers qui maîtrisent leur domaine, finalement, qui ne sont pas des experts des interfaces ni de l'expérience, etc., mais qui connaissent le métier. Et puis, tu as des chefs de projet qui sont sympas, qui sont bien en tant que chef de projet pour gérer des jalons, des choses comme ça. Mais en vrai, ils ne connaissent pas le job, ils ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas les spécificités. Et alors, il y a des chefs de projet très smart qui vont toujours te donner accès à la connaissance métier, mais des fois, c'est mal structuré et tu n'y accèdes pas, en fait. Et moi, je me suis rendu compte, non, il fallait que j'accède vraiment aux gens qui s'y connaissaient et en l'occurrence qui tradaient eux-mêmes, qui utilisaient l'application pour trader leurs propres économies, etc. Ça change quoi d'avoir accès à cela? Ça change tout en fait. Ça change que tu as une question, tu obtiens immédiatement la vraie réponse. C'est pas je pense qu'il faudrait faire ça, c'est non, je sais qu'il faut faire ça. Tu sais, c'est le gut feeling, c'est l'intuition que ça va marcher, mais pas ça. C'est pour des choses bêtes, la couleur d'un bouton comme ça, ou pour une fonctionnalité, pour des choses comme ça. Et toi, en tant que designer, aussi expérimenté tu sois, tu dois avoir une vraie compréhension de comment ça fonctionne et quel logiciel les gens utilisent, quelles sont leurs habitudes. Tu vois, il y a tout ce truc-là. Et donc, il faut accéder toujours aux bonnes personnes. Et ça marche dans tous les domaines, pas que en finance. Ouais. Donc, tu fais ça pendant 2-3 ans, si 3 ans, ouais, à plein sur ces apps, etc. Ouais. Et ensuite, tu bascules sur le design sprint. Ouais, il y a une petite aventure un peu entre deux. Je fais une école qui s'appelle le SAVI pour avoir J'étais quand même toujours cette frustration de ne pas avoir fait l'université, puis de pas avoir un gros papier finalement. Puis je fais ça s'appelle le Web Project Manager. C'est en dessus du brevet, c'est le diplôme fédéral. Donc c'est comme un master mais professionnel quand même. Et du coup, j'acquiers plein de connaissances de gestion de projet, de choses comme ça, puis que je pouvais du coup pas utiliser en agence. Et je me dis, il faut que j'évolue un peu,
Et voilà. Et je fais une petite période qui me plaît pas du tout, mais je passe dans une grosse SS2I, si tu vois ce que c'est ces grosses agences d'informatique, en gros, où on me donne un super rôle sur le papier, senior UX designer, machin. J'étais très bien payé. Je crois que c'est la fois où j'étais le mieux payé de ma vie, en termes de salaire, etc. Mais je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que je travaillais. C'est vraiment... t'es un peu à l'usine, quoi. Eux, ils C'est... travaillaient comment? C'était quoi? Tout est saucissonné, tout est... Tout est saucissonné, c'est qu'en fait, t'es deux personnes à vraiment faire le code et créer le produit, et t'as 5-6 managers qui contrôlent les heures que tu passes et qui font des budgets et des plannings. Donc tu vois, il y a une sorte d'asymétrie comme ça. Le client au final paye très cher parce qu'il paye cette structure très lourde, mais il paye pas les vrais mecs qui font le taf. Et au final, moi, j'accède pas au client, j'accède pas à l'utilisateur. Enfin ouais, c'est juste pas des conditions. Surtout quand tu as connu avant. Je pense que si tu as connu que ça, c'est acceptable. Mais vu que j'avais connu quand même cette liberté d'avoir travaillé dans des plus petits studios, d'avoir ce lien direct avec les clients et tout ça, il fallait que je m'éjecte, quoi, rapidement. Et ce lien direct que tu peux avoir avec des clients, avec des utilisateurs, des gens qui vont utiliser après ta solution, Ouais. euh, il y a un côté gratifiant de se dire que bah, Ah là, ouais. j'ai mis la bonne couleur du bouton et ça marche, ou là, je l'ai mis à tel endroit et ça marche. Ouais, c'est au-delà de l'interface, mais c'est juste leur donner, tu vois, trouver la réponse au problème qu'ils ont. Ils ont un problème, bah, il faut inventer une fonctionnalité, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et en fait, tu vois, ils te donnent voilà, les bonnes pistes, en fait, les bons insights. Puis après, tu reviens avec un truc, puis ils font, mais waouh, tu vois. Ils te les donnent ou tu dois les comprendre? Ouais, exactement, tu dois les comprendre. Ok. Tu sais, il y a toujours cette très vieille phrase pas Henry Ford, mais on s'en fout, qui dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. C'est quand même très vrai, c'est que si, et en fait, ils inventent la voiture. C'est quand même très vrai, c'est que les gens sont très nuls pour te dire ce dont ils ont besoin, mais ils sont très bons à réagir à quelque chose que tu as fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris qui est clé dans tout le parcours et dans le design sprint aussi. Tu dois toujours venir avec quelque chose, tu proposes un truc et les gens après réagissent. Soit ont très bien, ils disent yes, vas-y, soit ils disent non, c'est pas ce qu'il faut, mais ils vont te donner les bons insights à ce moment-là. Ouais. Donc, tu dirais qu'un bon designer, c'est une personne qui a cette capacité de comprendre et Ouais. d'entendre les signaux faibles pour Complètement. après... Ouais, c'est complètement ça. Il faut avoir cette intuition, tu sais, de ce qui peut marcher ou pas. Quand on te dit quelque chose, des fois, c'est pas littéralement la bonne réponse. Il faut aussi, tu sais, juger du niveau d'expérience de la personne qui te demande les choses aussi. Il y a des gens, ils ont un besoin très criant, mais ils l'expriment pas d'une manière très claire, ou ils te jettent sur une piste qui, en fait, n'est pas la bonne. Tu vois, donc il faut un peu déjouer ce truc. C'est aussi ça le job, enfin le cœur du job, quoi. Okay. Ouais. Et donc, design sprint. Ouais. Ben, du coup, donc, je suis dans cette SS2I où je dépéris quand même un peu. Je me dis, mais alors, je gagne bien Prison des sous. dorée. Ouais, prison dorée, etc. Mais je me dis, il faut que je m'éjecte. Et puis, ce qu'ils font bien, c'est qu'en fait, ils vendent de l'agile. C'est un peu la mode de l'agile. Et ils vendent des sprints agiles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agile. Ouais, j'explique. Pour expliquer tout l'agile, c'est compliqué. Non, mais en fait, c'est simplement de se dire, tu as un gros projet informatique à faire, tu vas le saucissonner en petits morceaux, en petites briques. C'est souvent des incréments de 2 semaines. Et tu décides avec ton client qu'est-ce qu'on fait les 2 prochaines semaines, en gros. Et tu te réunis, tu bosses pendant 2 semaines, tu montres ce que tu as fait, tu avances et tu construis comme ça de manière, pas planifiée sur 2 ans, mais de manière incrémentale comme ça. Et je trouve vraiment très smart pour plein de raisons. C'est que, c'est plus facile à vendre des incréments de 2 semaines qu'un projet de 2 ans. 2, tu as une vraie relation quand même avec ton client, tu le vois de manière régulière, etc. Et puis, il y a toujours quand même tu acceptes que tu n'as jamais raison dès le départ. Tu vois, tu peux pivoter, adresser le changement. Et donc, au final, je me dis, moi, je suis designer, j'ai qu'à faire des sprints de design. Et j'en arrive à réserver le nom designsprint.com pour, en fait, m'éjecter et lancer un peu ma proposition freelance de sprint de design. Voilà. Et donc, j'ai ça, on est à l'été 2015. Je commence à monter un truc, j'ai déjà une méthode, j'ai déjà un peu des choses en tête. Mes sprints devaient durer 2 semaines, comme dans l'agile classique. Et là, que découvre-je? C'est pas du français. Qu'est-ce que je découvre? En tapant dans Google mon propre site designsprint.com, je tombe sur une nouvelle page qui vient d'apparaître sur Google. googleventure.com/ le design sprint, donc le design sprint chez Google Venture. Je fais, c'est quoi ce truc? Je commence à lire tout ça et je découvre, il y a un designer chez Google Venture qui s'appelle Jake Knapp, qui a inventé la même chose que moi, en beaucoup mieux. Et qui le font à l'interne chez Google Ventures. C'est un peu leur méthode secrète d'innovation. Et puis,
il commence à teaser qu'il écrit un livre qui va expliquer la méthode. If you're interested, drop me an email. Donc, on pouvait lui écrire si on voulait en savoir plus. Je fais, yes, quoi. Je lui ai écrit, jakeknapp@gmail.com, quoi. Et il me répond 2 jours après. Puis Tu lui écris quoi? Je lui écris Salut Jake, ça a l'air génial ton truc. Il se trouve que je possède designsprint.com et j'espère que vous n'allez pas me faire un procès. Wink, wink. Et que tu vois, je savais pas, j'ai le droit d'utiliser, etc. Mais je lui dis sincèrement, je suis intéressé. J'ai l'impression que ça a l'air, vous le rendez public, donc il y a sûrement une bonne raison. Est-ce que je peux en savoir plus, tu vois? Et il revient quelques jours plus tard, hyper sympa. Et il me dit, oui, tu arrives pile au bon moment parce que je suis en train de révéler cette méthode d'innovation un peu secrète. Et du coup, j'écris un bouquin et j'espère que plein de gens vont le lire à travers le monde. Et sache que si tu fais des design sprints, tu seras en gros le premier à le faire hors de Google, quoi. Je me dis, yes. Ouais, je sais pas si tu as des questions à ce stade ou est-ce que j'avance? Non, mais si Ouais. tu peux expliquer ce que c'est, peut-être expliquer. Alors, l'idée du design sprint, en fait. Vous avez la même idée, en fait. Lui, on a la même idée, on a la même intuition. Ouais. C'est qu'il faut faire comme des sprints d'agile de développement pour du design. Il faut enfermer, entre guillemets, métaphoriquement, mettre ton client avec toi pendant quelques jours. Moi, au départ, j'ai 2 semaines en tête parce que c'est le rythme des sprints agiles. Voilà. Et lui, il arrive avec une méthode en 5 jours. Tu prends un gros problème, tu mets les bonnes personnes dans la salle, vraiment les bonnes personnes, les experts dans la salle. Et en gros, lui, c'est plus court mais plus extrême. C'est que tu sors pas de la salle. Enfin, les gens, c'est pas qu'ils vont, ils parlent 2 heures et ils repartent. Non, tu es physiquement avec eux 5 jours. Et tu passes premier jour, tu comprends les problèmes à fond. Deuxième jour, tu imagines des solutions sur papier. Troisième jour, tu t'alignes. C'est un alignement stratégique hyper pointu. Le jour 4, tu as un jour pour créer un prototype réaliste du truc, de l'idée. Et le dernier jour, tu testes. Tu prends 5 clients, customers ou des personnes à qui tu espères vendre le truc et ils testent hyper early stage les premiers prototypes. Et en fait, c'est ce que ferait une startup ou une entreprise sur des mois de travail, en fait, condensé en 5 jours. Et moi, je me passionne pour le truc. Je me dis, mais tu sais, t'as un peu la balade la petite balade, la petite rando dans le Jura, et puis t'as aller faire de la haute montagne, quoi. Et là, je me dis, moi, en tant que designer, ça, c'est la haute montagne. Ça, c'est le truc le plus dur que je puisse faire en termes de design. Je vais dans un endroit que je connais pas pendant 5 jours avec les experts métiers, et ensemble, on collabore pour que je leur sorte un prototype. Enfin, tu vois, c'est le kiff total. Lui, il avait testé déjà ça chez Google. En fait, chez Google, ils le font chez Google Venture pour leur. Qui est le bras armé, qui est l'investisseur de Google. L'investisseur de Google, ils investissent dans des petites startups à l'époque qui s'appellent genre Slack ou Uber. C'est rien que ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que Jake, c'est aussi lui qui a designé Encarta. Tu te souviens de Encarta? Alors non. Moi, je sais pas. C'est l'ancêtre de Wikipédia, en gros. C'était sur CD-ROM. Moi, j'ai passé ma jeunesse à écumer Encarta. Et il a aussi designé pour Oakley. Enfin, voilà. Et en gros, ils ont commencé à créer ce design sprint dès 2011. Donc, à l'interne, ils ont beaucoup, tu sais, amélioré un peu la recette. C'est comme une sauce, un peu, ce truc-là. C'est comment tu arrives à avoir quelque chose de très rapide, excitant, etc., en 5 jours. Et au final, tu arrives à sortir le prototype et que l'expérience soit cool aussi pour tout le monde. Et du coup, quand il sort le livre, c'est quand vraiment la recette, elle est prête. Le livre, je l'ai ici. Ouais, vas-y, montre-nous pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà, vous le trouvez sur Amazon, etc. Et en fait, c'est vraiment comme un livre de recettes de cuisine sur le design, avec une méthode de design. Ce livre-là, il devient best-seller du New York Times dès 2016. Et moi, j'ai la chance, vu que je suis le premier à le faire hors de Google, d'être rapidement repéré par Google, etc. Et je rencontre Jake en 2017. Je suis invité par Google à San Francisco avec les quelques personnes dans le monde qui sont vraiment pointues là-dessus. Et puis, il y a une vraie histoire d'amitié qui naît à ce moment-là. On échangeait déjà de manière épistolaire, tu vois, par email, mais là, on se rencontre et c'est le fit total, quoi. Ouais. Okay. Et eux, ils le faisaient pourquoi? C'était quoi le but? C'était de réduire les coûts de développement? C'était d'augmenter la stickiness du produit avec le client? C'était quoi alors? Ouais, c'est beaucoup mieux que tout le monde, que les startups. C'est très risqué en fait, ce statut de startup. Tu peux prendre plein de décisions qui sont mauvaises. Il faut tester le plus tôt possible. Tu as quand même des choses à faire, quoi. Il faut prototyper, il faut tester. Et puis, lui, en tant que Google Venture, c'est une petite équipe à l'époque. Ils sont une quinzaine de personnes, tous des stars. C'est vraiment tous des dalles. Et lui, ils sont peut-être 3-4 designers. Et lui, il l'envoie, tu sais,
au feu, quoi. Il doit aller aider une startup pendant 5 jours. Et ce format de 5 jours, il naît parce qu'il part à Stockholm pour travailler avec une startup. Et en fait, pendant cette semaine, il revient avec un proto qui deviendra par la suite Google Meet. Donc en fait, c'est lui qui a inventé Google Meet lors d'un design sprint, lors d'un des premiers design sprints. Donc voilà, c'est un peu ce calibre-là. Et ça, ces sprints, Mhm. alors moi, effectivement, je peux que recommander à celles et ceux qui fabriquent des choses, Ouais. que ce soit du produit ou du service. J'ai lu le livre à l'époque, et effectivement, c'est comme tu dis, c'est une recette jour 1, tu fais ça, jour 2, Ouais. etc. C'est bourré d'exemples. Ouais. Je trouve c'est aussi facile à lire qu'un bon roman. Ouais, c'est hyper bien écrit. Ouais. Donc voilà. Mais voilà, je pense tout le monde n'est pas d'accord avec cette philosophie-là de dire il faut tester vite et pas cher pour Ouais. apprendre, changer, etc. Tout de suite, t'en fais un business, tout de suite... Ouais, bah, je me lance vraiment, tu sais, en mode genre parachute. Enfin, tu sais, je saute, je lance le truc derrière moi, j'espère que ça vole, quoi. C'est un peu ce truc-là. L'avantage, c'est qu'en vrai, ça coûte rien à lancer. C'est que tu as besoin de quoi? De post-it, de ton background quand même, parce que ça demande énormément de... Je t'ai dit, c'est vraiment de la haute montagne. Tu connais ta méthode, tu sais designer des choses, mais tu connais ni le contexte, ni le client, tu sais pas où tu vas arriver, tu ne connais pas l'équipe et tout ça. Ça demande quand même beaucoup d'adaptation. J'ai fait des scouts quand j'étais enfant, et puis mon totem, c'était caméléon. Donc je pense que ça explique quand même... voilà, j'étais assez à l'aise avec ce truc-là. Et puis voilà, puis après, j'ai eu la chance quand même, vu que ça faisait quand même pas mal d'années que je designais, que des gens me connaissaient déjà dans des grands groupes, ils m'ont assez rapidement appelé sur des missions. Je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus critiques, importantes et stratégiques que ce que je voulais faire au départ. Moi, mon truc au départ, c'est les produits. Et très vite, on a fait des sprints sur des problèmes RH, des problèmes hautement stratégiques, des processus. Et c'est eux qui t'appellent. Ouais, c'est eux qui m'appellent. Ouais. Mais comment ils savent que tu fais ça? Bah, je donne des conférences, je donne des trucs. Voilà, je pense que le fait que aussi ça soit né chez Google, il y a toujours cet attrait pour l'Amérique, pour tout ça. Le livre qui explose. Le livre qui explose en même temps, parce que nous, on fait notre travail d'évangéliste du truc, quoi. Et voilà, et au final, les gens essayent, et puis moi, c'est ce que j'aime depuis 10 ans avec le design sprint, c'est les gens, ils finissent la semaine, ils font, mais waouh, j'ai jamais fait un truc pareil de ma vie. C'est radicalement une autre expérience de travail. C'est que, tu sais, il y a ce côté un peu camp de vacances, quoi, mais de très très travailleur, mais tu vis 5 jours avec les gens. Des gens de ton équipe que tu côtoyais au café, ben, en fait, tu as bossé, vécu avec eux pendant 5 jours. Donc c'est hyper impliquant, c'est très émotionnel aussi, parce que t'as des méga hauts quand ça marche, des méga bas quand tu te prends des claques, des testeurs, etc. C'est une vraie aventure à chaque fois. Et donc les gens en parlent. Ouais. D'accord. Et ça, t'arrives à le vendre. Donc tu vends des sprints d'une semaine. Je vends des sprints d'une semaine. Au début, c'est difficile parce que c'est nouveau. Alors ça, c'est, je pense, un fil conducteur dans tout ce que je fais. C'est toujours un truc dur à vendre et nouveau parce que ça n'existe pas. Mais je crois que j'aime bien me mettre en situation difficile et inventer mon métier à chaque fois. Tu vois, je pourrais faire vendre des pizzas, ça serait super. Mais non, je fais pas ça. Et au départ, bah oui, c'est pas simple à vendre. C'est toujours pas simple à vendre parce que c'est assez cher. Ça demande aussi Tu peux nous donner un prix? Ouais, on demande 25 000 pour une semaine. pour une semaine, avec la préparation, avec le prototype, avec les tests, etc. Et ça demande aussi une implication des équipes. Après, quand tu vois le retour sur investissement et surtout les missions pour lesquelles ils nous appellent, 25 000, c'est rien. Parce que c'est des projets c'est vite des millions ou c'est des risques qui peuvent coûter des millions. Très rapidement. J'ai fait bien sûr des design sprints pour des startups aussi. Alors, ils ont moins de moyens, etc. On s'arrange, on trouve toujours mais la plupart de mes clients, c'est quand même des grosses corporates qui ont des vrais problèmes à large échelle. Ouais. Okay, mais pas forcément de créer un nouveau produit, un nouveau service. Ça peut aussi être des enjeux internes. Oui, alors il y a eu de tout, hein, vraiment. Là, en 10 ans, j'ai passé la barre des 150 semaines de design sprint sur entre 80 et 100 clients, tu vois, et c'est chaque fois un nouveau domaine, une nouvelle entreprise, tu vois, c'est un truc génial de pouvoir se plonger dans ce truc-là, et je sais pas où est-ce que je vais avec ça, mais ouais, voilà. Et tu dirais que l'apport pour tes clients, Ouais. c'est d'avoir je vais dire en produit fini, en produit ou un service fini, quelque chose de concret ouais. Et à lancer et qui va forcément marcher parce que vous avez fait ces itérations, Ouais. ou de comprendre que Ouais. leur truc, ça n'aurait pas marché, mais plutôt que d'investir 6 mois, ils investissent une semaine. En fait, c'est complètement l'idée. En fait, dans mes premiers clients du design sprint, c'est des assurances qui viennent. Et je me dis, waouh, ok, le truc a été créé pour les startups de la Silicon Valley chez Google, et c'est des assurances suisses qui viennent en costard cravate, quoi.
Je me dis, mais c'est quoi le truc? Et en fait, en discutant avec un des project leads de l'époque, il dit, mais nous, notre métier, c'est réduire le risque. Et en fait, c'est le meilleur format pour réduire le risque d'un truc risqué. Et donc, pour revenir à ta question dont je viens de me souvenir, c'est autant pour, oui, lancer un nouveau produit ou dérisquer un nouveau produit très en amont, ce qui peut être très risqué pour une entreprise, tu vois, ou ça va être un problème interne, vraiment un truc qui gratte, voilà, qui coûte de l'argent, un concurrent qui apparaît et il faut réagir très vite. J'ai un très bon exemple dont je veux bien parler tout à l'heure. Et voilà, c'est quand il faut réagir rapidement. Et ça, c'est vraiment ce que les grandes compagnies en Suisse sont très mauvaises à faire. Tu sais, il y a ce côté, on attend quoi. Trump arrive avec ses tarifs, le monde s'effondre, mais nous, on va surtout attendre. On va regarder ce qui se passe. Tu peux C'est des fois urgent de rien faire. Ouais, voilà, il est urgent d'attendre. Tu peux te payer le luxe des fois de rien faire. Ça peut passer quand tu as des réserves et tout ça. Il y a des situations où il faut agir. Alors, une de ces situations que tu peux partager avec Ouais. un concurrent qui arrive. En fait, c'est une chouette histoire de design sprint qui est d'une part un de mes pires design sprints et d'une part l'un des plus successful. Enfin, j'explique parce qu'on en a fait deux en fait sur ce projet-là. Mais il y a la fameuse banque Swissquote qui m'avait appelé pour un projet du coup lié au design sprint, donc des années après, mais on était plus ou moins vaguement restés en contact. Ils savaient ce que je faisais et ils viennent me voir et ils disent il y a un nouveau concurrent qui apparaît, c'est Revolut, qui est en train de capter toute la jeune clientèle en fait en Suisse de plus en plus, mais ils sont pas une banque, ils sont pas Finma, etc. C'est une app. Comment on peut les concurrencer? Puis à ce moment-là, c'est un peu la vibe des cryptos, des bitcoins, des trucs comme ça. Puis ils disent nous on peut trader de la crypto. Il faut moderniser l'app Swissquote pour que ça attire le jeune public. Et cool, on fait le sprint. Il y a même donc là, le brief, c'est comment on modernise l'app Swissquote pour que les jeunes, pour qu'on ait plus de clients en fait, jeunes. C'est un peu le but du truc. Vous avez une semaine. Et on a une semaine. Et là, Swissquote, pour moi, c'est un modèle d'entreprise très smart parce qu'ils ont aussi des dirigeants qui sont des makers. C'est que le CEO de Swissquote, c'est un ancien ingénieur de l'EPFL qui a fabriqué des choses lui-même. Et donc, lui, il participe. Il vient le premier jour participer, mettre les mains dans le cambouis sur le sprint. On fait le truc à fond, on prototype, etc. Et là, on avait un super concept, on avait les prototypes. Et là, test et ça marche pas du tout. Qu'est-ce qui marche pas? Ce qui marche pas, c'est qu'en gros, tous les jeunes disent mais c'est trop compliqué, j'ai peur de trader, je sais pas par où commencer. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, il y a une vraie une défiance même. Donc, c'est pas un problème fonctionnel. C'était pas notre travail, c'était lié au produit, au fait que tu peux acheter un forex, machin chinois, truc que tu comprends rien ce que c'est, puis les gens avaient peur. Et du coup, moi je rentre un peu la queue entre les gens à la fin de la semaine, je dis waouh, on a appris énormément, mais on s'est pris que des mauvaises nouvelles, quoi. Et on se rend compte qu'on ne pourra pas capter une clientèle plus jeune juste en modernisant l'app. Ça ne marchera pas. Et du coup, ils me rappellent quelques semaines plus tard, ils disent Steph, ça a éclairci stratégiquement. On avait l'option A qui était de faire ça. On ouvre maintenant l'option B qui est on crée un produit from scratch nouveau à partir de zéro. Et je me retrouve à refaire un design sprint. De nouveau, le CEO participe. Il y a le CTO de la banque et le CMO qui participent en personne, qui sont là. Marketing officer. Exactement. C'est aussi mon avantage en tant que facilitateur. Je prends un peu ce load, je prends ce risque, tu vois, d'être devant des gens importants et tout ça. Et au final, on fait le truc. Et là, en français ou en anglais? Les deux. Ok. Je fais les deux, ouais. Maintenant que tu parles anglais. Ouais, depuis Vancouver. Et là, ça marche. Et même ça surmarche. Et de fil en aiguille, ce nouveau produit devient You, YUH. Quand tu vas à l'aéroport de Genève, tu vois partout ces affiches You. Et c'est, je crois, la néobanque qui a le plus grandi en Suisse ces dernières années. Ils sont à passer 450 000 clients en 4 ans. Parce que pour un produit suisse, c'est complètement impensable. Mais le parti pris qu'ils ont fait avec ce produit, c'est de radicalement simplifier. Plutôt que de trader des millions de produits, tu pouvais trader que 100 actions. Nike, Adidas, Airbnb, donc que des marques connues des jeunes. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le workshop initial, simplifier le produit, ça a conduit ça à un énorme succès. Donc pour moi, c'est une super histoire. Okay, ouais. Clairement. Mais à l'interne, des boîtes comme ça, ils ont peut-être, je sais pas, sans parler de Swissquote, mais tu vois, ils ont peut-être des responsables d'innovation. Ils ont plein de gens hyper smart, ouais. Et eux, c'est tes alliés, c'est tes concurrents pour... Ils ont plein de gens hyper smart, mais tu vois, je travaille beaucoup à Paris ces derniers temps avec une grande marque. Puis tu sais, je suis à Paris dans le métro où je vois il y a des millions de personnes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent me chercher moi en Suisse alors qu'il y a tellement de gens talentueux? C'est pareil dans les boîtes, t'as plein de gens talentueux. Mais
ce design sprint, c'est une vraie mise en danger. C'est que tu es là à travailler avec des hauts dirigeants sur les sujets qui sont vraiment très compliqués. Et c'est une énorme pression à encaisser. Déjà, il faut réussir à les mener, ces trucs. Tu vois, c'est tout un rythme, il faut les préparer, voilà. Et, et en fait, donc, ils veulent déjà la recette, et après, ils veulent la personne, tu sais, qui aura les épaules pour encaisser ça 5 jours. Et moi, je peux parler à un haut dirigeant, je suis là que pour 5 jours, tu vois. C'est pas mon boss. Enfin, voilà, c'est mon client, je suis là pour l'aider au maximum, mais c'est pas mon N+3. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faciliter ça à l'interne. Parce qu'il y a tous ces facteurs hiérarchiques, tu n'oseras pas dire à quelqu'un désolé, il faut avancer, on n'a pas le temps, etc. etc. Donc, je crois vraiment qu'on a cette neutralité et aussi l'avantage maintenant d'avoir vu tellement de choses, quoi. Tu vois, en 10 ans, on a vécu tellement d'aventures. Bien sûr, je garde une extrême confidentialité sur tout ce qui se passe, mais tu peux quand même, voilà, en fait, tu as vécu ces situations, tu vois. Tout le monde croit que c'est unique, tu sais, qu'ils ont un problème, ils croient que c'est les seuls au monde. Non, mais tout le monde a les mêmes, voire pire, tu vois, ailleurs. Donc, j'ai la chance de pouvoir comparer. Ouais. Okay. Aujourd'hui, donc ça, tu fais toujours ça? Ouais. Ok. Bien sûr. Et donc, ce business-là, donc, il fonctionne, j'imagine qu'il y a une certaine saisonnalité quand même. Ouais. Oui. Je rigole, ouais. Et du coup, parce que ça, tout de suite, vous êtes plusieurs, enfin, vous t'engagez une petite équipe, Ouais, donc Design Sprint, ça a un petit peu fluctué. Au départ, c'est moi, hein, c'était un one-man show, je faisais la facilitation, le prototype, les tests, enfin tout. Rapidement, il y a Eglé qui me rejoint et qui m'aide énormément en backstage, qui a ce rôle un peu d'éminence grise de tout ce que je fais à partir de 2011. Et puis, il y a une petite équipe qui se forme, et puis il y a Julien Suard qui nous rejoint il y a maintenant 6 ans. Très important. Donc lui, il est employé, mais il a presque un statut de fondateur, en fait. Enfin, voilà, on est très proches, finalement, et quelqu'un de très, très solide. C'est un peu mon gars sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ouais. Quand on doit sortir un prototype, j'ai besoin de quelqu'un de très senior et de vraiment efficace. Donc, on est un peu le cœur de l'équipe, ouais. D'accord. Et comment vous faites les ventes? Donc, le produit que vous vendez, on comprend, Ouais. c'est ces semaines de sprint avec la préparation. Des semaines d'innovation ou d'innovation stratégique. Comment on les vend? Ça va être beaucoup de bouche à oreille quand même. Des dirigeants qui se parlent, des gens qui ont vécu ça. On a essayé d'être quand même très présent sur les réseaux, partager un peu l'aventure, ce qu'on fait. Après, je fais des podcasts des fois aussi. Donc, ça marche beaucoup sur la confiance. C'est rare qu'une personne vienne parce qu'il m'a trouvé sur Google, quoi. Les gens, tu vois, savent un peu où ils arrivent avant. Ouais. Okay. Le défi pour Design Sprint en tant qu'entreprise, c'est quoi? Ouais, en fait, le défi, c'est toujours, tu sais, c'est pas un client avec lequel tu travailles 3 ans d'affilée. C'est qu'en fait, il t'appelle quand il y a un truc critique ou il y a un truc important. Et le reste du temps, ils font autre chose et puis ils t'appellent dans ces moments-là. Donc, en fait, il y a une extrême... comment dire, il faut toujours trouver des nouveaux mandats, des nouveaux clients, etc. Ça, c'est toujours important. Et puis, comme tu as dit, il y a une saisonnalité. Nous, on a toujours eu un problème historique avec l'été, parce que l'été, t'as pas envie d'être en workshop, il fait 1000 degrés. Les gens sont en vacances. Voilà, les gens sont en vacances, donc c'est difficile de faire avancer des projets. On a vraiment des pics dans l'année, il y a des moments plus tranquilles, dont l'été, ça a toujours été un problème pour nous. Comment vous l'avez résolu, ce problème? Alors, au départ, on organise des événements parce qu'on s'entend hyper bien avec Jake et tout ça. On le fait venir des États-Unis, on fait plein d'événements. On a même loué une fois une péniche à Paris pour faire un workshop. Enfin, on a fait des événements incroyables. Donc, pour un peu évangéliser, démocratiser le design sprint, c'est ça? On évangélise le design sprint, l'innovation, au titre plus global. On fait des événements d'innovation, ça marche bien, on crée des connexions. Et pendant très longtemps, ça a bien complété. Tu vois, pendant l'été, on organisait en fait les événements pour que du coup, on les fasse fin août. Puis c'est un peu ce moment où tout le monde revient méga beau, bronzé, avec envie de conquérir le monde. Et du coup, c'est un peu le kickstart de l'année, en septembre, quoi, fin août. Et c'était un peu le moment où on faisait les événements. Et ça marche très bien, jusqu'à ce qu'on ait un petit accident en 2020. Peut-être qu'on peut en parler. Ouais, le Covid. Le Covid, quoi. Il n'y a plus d'événements. Il n'y a plus d'événements. Donc, en fait, ce qui est un peu notre rustine qui complète l'année, ça devient C'était aussi une source de revenus. C'était une source de revenus, complètement. Ouais. Et puis, nous, on aime travailler à haute vitesse, en permanence. C'est très difficile d'avoir 2 mois ou 3 mois où tu fais rien, tu vois, où c'est lent, quoi. Donc, en fait, ça nous maintenait ensemble, ça nous motivait en permanence. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, là, on va faire un événement énorme. En 2021, on a cette idée fin 2020. Non, pardon, on dit on va faire un événement énorme en 2020, donc on est fin 2019 et on loue le Swiss Tech Convention Center de l'EPFL sur notre propre argent. On loue ce centre de congrès qui est très cher, enfin voilà, et on se dit on fait un énorme événement d'innovation
de 2 jours avec un jour Jake qui vient des États-Unis pour faire une masterclass design sprint. Et puis deuxième jour, Yves Pinger et Alex Osterwalder que tu connais, qui sont très connus dans l'innovation, pour venir donner une masterclass sur leur nouveau livre qui s'appelait Invincible Company. C'est ceux qui ont inventé le Business Model Canva, etc. Canva, Strategizer. Quand même, tu sais, on s'est dit un peu, si on devait faire un festival, c'est comme tu as Iron Maiden et Metallica, puis on se dit, on rassemble ces dieux en fait de l'innovation et on fait un truc en 2 jours, quoi, dans un centre de congrès. On se dit, ça va bien se passer, ça s'est toujours bien passé nos événements, et on a une communauté et ça devrait marcher. Et là, on commence, donc on avait tout signé fin de l'année 2019, on commence déjà à vendre les tickets fin 2019, parce qu'on est quand même organisé pour fin août, hein, et ça part bien, ça vend, tout ça, on est méga content. Et là, en mars, le Covid dans les dents. Et là, tu te rends compte que voilà, organiser un truc avec des jauges fluctuantes, des trucs, t'as un centre de congrès, ça, c'était vraiment hyper, hyper difficile. Et on s'en est sorti parce que les gens étaient cool. On a dû repousser d'1 an. L'été, on a repoussé. Et puis, quand même, en 2021, on l'a organisé, mais de manière... Non, on a fait en 2020 de manière online. C'était complètement incroyable. J'avais acheté un PC de gaming pour faire tourner le streaming. Je me souviens avoir sorti les sticks de poisson du congélateur pendant l'été pour refroidir ma machine. C'était vraiment n'importe quoi, mais on a réussi à faire ce truc avec 700 personnes en live, hein. On est en 2020, donc une sacrée aventure. Ça a passé. Et puis en 2021, on l'a fait en présentiel. Mais là, on y a quand même perdu des plumes parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans cette aventure. Et puis au final, on a quand même perdu, malgré un travail acharné pour que ça ait lieu. Ouais. Et puis je pense une qualité d'événement qui était là, quoi. Franchement, la qualité était géniale compte tenu des circonstances. Je crois que tout le monde était hyper content. On était vraiment très fiers de nous. Je pense que c'est vraiment une étape, tu vois, notre carrière d'entrepreneur. C'était incroyable de vivre ça. Mais tu vois, tous les cheveux blancs, je les ai probablement eu à peu près à ce moment-là, et je veux pas revivre ça non plus. Donc là, on s'est quand même dit, ok, les événements, faut qu'on calme un peu. Ouais. Et donc, c'est quoi l'autre modèle, l'alternative à l'événement en parallèle de Design Sprint qui fonctionne donc, de septembre-octobre à juin? Ouais, là on se dit il faut qu'on trouve une autre idée, tu vois, pour combler un peu l'été. Puis on a toujours plein d'idées. On peut travailler sur, on aurait pu créer des startups de tout, et on se dit une bonne idée qu'on avait, c'était en fait ce qui est devenu Genius Lucky. Donc c'est vraiment la nouvelle startup, et on s'est dit il faut parce que l'histoire, c'est qu'on s'est perdu une fois dans la forêt avec Aiglé, dans la forêt au-dessus de Fribourg. On se perd, on trouve un village en ruine. Et là, on se dit, mais c'est quoi cet endroit? Il est incroyable. Et il n'y avait aucune information, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien. Et on se dit, mais il y a évidemment des gens qui connaissent cet endroit. Et comment on peut connaître l'histoire? Et moi, je zoome sur Google Maps, je trouve rien, pas d'informations. Et là, on se dit, ce jour-là, c'était il y a passé 10 ans, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas un bête QR code qui traînerait ici? Et moi, j'ai qu'à scanner, j'arrive sur les bonnes informations données par les bonnes personnes. Une évidence. Et en fait, on a attendu 10 ans, on voyait toujours pas ça arriver. Et pendant le Covid, on a eu le temps de réfléchir à tout ça. Et puis, sur l'après-Covid aussi, on s'est dit, c'est toujours une bonne idée. Personne ne l'a fait parce qu'il y a plein de raisons. On a découvert les raisons un peu techniques qui ont empêché les gens de le faire ou les communes de le faire. Et au final, on se dit, c'est à nous de lancer un truc, de lancer un produit, donc à mi-chemin entre le patrimoine et le tourisme. Un peu le futur du panneau touristique connecté. C'est un peu l'idée. Okay. Je sais que tu as amené des médailles. Ouais. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, tu peux les montrer. Ce qu'on appelle une médaille, c'est ce petit dispositif qui... Donc, en fait, c'est une sorte de rondelle en acier inox indestructible, on peut le dire. Quoi, 8 cm de diamètre? Ouais, qui fait 10 cm environ de diamètre. Au cœur, il y a un QR code. Il y a un QR code au centre. On va toujours écrire autour de la médaille le nom de la ville, etc. Un peu la brander pour la ville. Et puis, il y a un QR code, et là, c'est un peu le début de l'aventure. C'est quand tu scannes, tu vas découvrir les contenus riches du lieu. Et on s'est mis... donc, on a juste deux versions. Je tease la nouvelle version qui vient de sortir, la version or. On a beaucoup galéré pour y arriver à la version or, donc on y est. Voilà. Et donc... L'idée, c'est quand tu scannes les QR codes, tu découvres une super expérience, et on voulait qu'il n'y ait pas besoin d'installer une app. On voulait que ce soit une expérience entièrement web, digitale. Tu scannes immédiatement, tu accèdes au contenu. Okay. Vous imposez un sprint pour faire ce produit-là ou pas? Globalement, oui. On ne l'a pas fait techniquement sur une semaine, mais on a fait exactement ces mêmes étapes. Pourquoi?
Parce que c'était Les cordonniers sont les l'été. plus mal chaussés. Non, c'était l'été, puis on n'avait pas eu besoin de mettre cette intensité-là, en gros. On avait tout à fait le temps de le faire. Donc, mais on s'est appliqué les mêmes contraintes, c'est-à-dire prototype, montrer les choses hyper rapidement. Donc, les tout premiers tests, c'était vraiment sur un concept qui tenait dans un PDF, quoi, pour montrer des slides, à quoi allait ressembler. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le concept initial des médailles, le tout premier, c'est que la médaille, elle est dorée. Elle est dorée et en fait, on a mis près de maintenant 3 ans pour y arriver, parce que techniquement, c'est très compliqué de faire de l'inox doré qui se marque au laser. Enfin, c'est tout un délire. Parce Ouais. que ça doit être en inox. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, je me suis demandé pourquoi ça n'a jamais été fait. Ça semblait tellement simple. Tu vois, tu as un marqueur physique, une balise qui peut s'intégrer partout, sur tout bâtiment, sur un banc, voilà, partout, il y a une histoire à raconter. Euh, et en fait, on se rend compte qu'il faut maîtriser le métier du hardware et du métal et en l'occurrence du laser, etc. Et il faut maîtriser toute la couche digitale. Donc, c'est un peu deux métiers qui n'ont rien à voir à combiner. Et puis, il y a plein de... Pour s'intégrer dans les villes, il y a des tas de règles à respecter, il y a une certaine empreinte visuelle aussi à respecter, il faut être très respectueux des lieux, il y a des contraintes liées à la conservation des bâtiments. Enfin, c'est très, très technique tout ça. Et donc, de fil en aiguille, on a beaucoup itéré pour arriver finalement à ce dispositif. Mais une commune qui veut mettre en avant son patrimoine, que ce soit une église ou Ouais, il n'y a qu'à faire un site internet ouais, qui explique que voilà, ça c'est l'église, elle a été construite en ouais, 1600 et quelques, il y a ceci, cela, cela, cela. Il n'y a pas besoin de ta médaille, tu vois, ouais. puis tu fais un QR code qui envoie sur le site internet. Non, en fait, c'est pour ça qu'on l'a pas fait pendant 10 ans. On disait ça semblait tellement Il n'y a simple à qu'à, faire, ouais. il y a qu'à. Mais en fait, un site internet, même à l'heure actuelle, ça demande quand même des compétences, même avec l'IA, parce qu'il faut quand même l'héberger, etc. Il faut qu'après l'expérience soit cool. Le nombre de fois où moi j'ai vu des QR codes ailleurs dans le monde, tu scannes erreur 404, le truc il est pété, le truc marche pas, ou c'est lent, ou tu l'as pas dans ta langue, enfin où il y a tellement de choses en fait. Et on s'est dit, mais là il y a un énorme boulevard, parce qu'en fait, c'est les communes, les villes n'ont pas, tu vois, ce background, cette connaissance digitale, ou même pas envie de le faire. Et on s'est aussi rendu compte qu'intrinsèquement, dans ces domaines-là, du tourisme et des collectivités, c'est toujours des budgets fixes, des budgets fixés, fermés, tu vois. Ils ont 20 000 francs de budget pour faire un truc. Mais ils font un panneau. Ils font un panneau, ils font un truc, et puis, ou même s'ils font une app, ça a coûté 100 000 francs, j'invente, hein, et ben, une fois que c'est dépensé, that's it, et le truc n'évolue plus. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, le machin, il est cassé parce que le produit n'est pas maintenu, tu vois. Donc en fait, il y a comment dire, des milliers de cadavres dans cette Le industrie QR code de site internet qui marche ouais, pas. de sites internet qui ne marchent pas, de produits, de choses qui ont été faites. Et nous, on s'est dit, mais nous, notre équipe, on ne vient pas du domaine du patrimoine ni du tourisme, mais ça nous éclate à titre perso. Il y a un vrai défi de user experience pour 1000 raisons dont on pourra parler s'il reste du temps. Et on se dit, on est la meilleure équipe pour faire ce truc-là, parce qu'on se dit aussi très vite, on veut pas juste traiter, tu vois, vendre des médailles à Morges ou à Lausanne. On veut en vendre dans le monde entier. C'est aussi l'idée, en tout cas en Europe. On se dit, ce truc-là, il peut scaler. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde à ce niveau de qualité. Et nous, on s'est toujours dit, si on doit être acheté par quelqu'un, genre c'est l'UNESCO, tu vois, on s'est dit, on vise big, parce qu'on pense sincèrement qu'on a une technologie et un form factor, tu vois, un objet qui est en plus breveté, etc., qu'on a pu breveter, qui du coup peut être appliqué dans le monde entier. Ok. C'est un peu ça l'idée. Et on est vraiment sur, tu parlais de Figital avant, on est vraiment Ouais. sur ça parce qu'il y a toutes les contraintes liées à la médaille, à l'impression du QR code sur la médaille, etc. Ouais, ouais. Et tous les enjeux du digital où il faut que Ouais. l'expérience en ligne soit Ouais. cool, j'allais dire, Ouais. dans toutes les langues. Soit plus que cool, il faut que ça soit hyper fluide, il faut qu'il n'y ait pas de bloqueur, il faut qu'il y ait, que ça soit... Enfin, tu vois, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu utilises Airbnb ou Uber, c'est tellement léché, c'est tellement quali, en fait, ou même Google Maps. Les gens utilisent Google Maps comme si c'était... non, c'est monstrueux la masse de travail qu'il faut, tu vois. Et nous, on se donne un peu on n'a pas les mêmes budgets, mais en tout cas, c'est le niveau de qualité qu'on cherche à atteindre. On veut vraiment quelque chose qui marche... picobello, avec un scope beaucoup plus petit bien sûr, mais on veut être à ce niveau de qualité. Et vous y êtes? On y arrive, je pense que pour la première fois, je touche du bois. Ah, du bois. C'est du bois, ouais, quali. Je pense que là, on a un produit qui, pour moi, peut conquérir l'Europe. Parce qu'on a atteint un niveau de maturité et de finition sur ce produit qui est le niveau qu'on voulait. Ouais. Okay. Mais ça a pris du temps. Hein. Et les clients, c'est qui? Alors, les clients de Genius Lucky, ça va être...
autant des petits villages, mais maintenant c'est en train de bien grandir, heureusement, c'est des villes, et on commence à arriver à l'échelon supracommunal, dans le sens où c'est des communautés de communes. Typiquement les Comco en France ou les parcs régionaux comme ça devient de plus en plus ces grands projets à large échelle, et ça nous plaît beaucoup parce que c'est plus simple pour nous. Tu vois, tu parles à un interlocuteur, et du coup après ça ruisselle sur les petits villages en dessous, avec toute une vraie complexité au niveau du produit, mais on est maintenant taillé pour avoir ce type de client. Et le business model, c'est quoi? Tu vends des médailles et puis en Ouais. SaaS? Ouais, en fait, on vend les médailles. Alors ça a été... d'ailleurs, merci de nous avoir aidés parce que tu as été notre coach au départ, et tu nous as aussi donné plein de bons conseils, je pense. De ce point de vue-là, on a vite découvert, c'est que les communes n'aiment pas du tout les SaaS, parce qu'elles n'aiment pas tu vois, les budgets annuels, les frais récurrents. Donc, ils vont toujours te demander une enveloppe, combien ça coûte le truc. Et du coup, on a un peu splitté en deux. On a fait que les médailles, on les vend par pack de 20. Donc, c'est 20 médailles brandées comme ça, et c'est un prix fixe. Les inox, on les vend à 2500 pour 20, et les dorés, on les vend à 3000. Parce qu'il y a un processus en plus. Et du coup, Et elles sont personnalisées, c'est-à-dire qu'il y a le nom de la commune. Ouais, il y a le dessus. nom de la commune. On met pas les logos parce que c'est trop compliqué, mais on met le nom de la commune dessus, etc. Et donc, ça, c'est un one-shot. Donc, c'est comme des panneaux. Ils achètent un panneau, et voilà. Et nous, on s'occupe de l'hébergement long terme. Et puis, après, on top, donc facultatif, il y a tout ce qui s'appelle Genius Lucky Pro, qui est l'expérience de gestion dashboard à grande échelle d'un parc de médailles, créer des parcours touristiques, créer des cartes. Donc c'est beaucoup plus avancé, des statistiques détaillées, mais allez, on a un gros 80% des clients qui prennent tout de suite directement le pro. Et puis avec le temps, ce qu'on a fait, c'est que on vend plus forcément annuellement, on groupe, tu sais, on vend à 3 ans ou à 5 ans. Puis tu arrives à la fin de la législature. Ok. Donc voilà. Cool. Qui fait le contenu? Ah, alors, ouais, ça c'est un gros thème. Nous, dès le départ, on a eu cette intuition que les contenus intéressants viennent rarement des officiels, entre guillemets. Enfin, comment dire? T'as l'entité touristique, par exemple, qui ont leur cahier des charges touristiques, etc. Ils maîtrisent ce domaine-là, mais ils n'ont pas forcément accès, ils ne connaissent pas le contenu en vrai. Eux, ils sont là pour valoriser des choses, ils sont là pour mettre en place des choses, une politique économique locale, mais ils n'ont pas le contenu. Et on s'est rendu compte que les gens qui avaient ces histoires, ces anecdotes qu'ils pouvaient partager, c'était souvent des villageois, quoi, des citoyens, des associations de villageois, des anciens. Et donc ça, c'était une vraie contrainte, c'est comment tu fais qu'une personne de 85 ans enfin voilà, puisse partager ce qu'il sait, que ça soit fun, que ça soit cool, et qu'il puisse lui-même écrire des contenus sur la plateforme. Et comment tu Sans fais? que ça devienne n'importe quoi. On a construit un super outil pour ça, quoi. On a vraiment un outil qui permet... On a beaucoup soigné le user experience justement pour que quiconque puisse écrire des contenus. Voilà, il y a tout un système d'invitation maîtrisé par la ville. Donc nous, on vend à la ville. C'est eux qui invitent les gens au compte-gouttes. Tu vois, il y a une vraie maîtrise. C'est pas Wikipédia ou Facebook ou n'importe qui écrit n'importe quoi. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Wikipédia, donc on va dire plutôt Facebook. Ouais. Je ne vais pas pouvoir dire que cette église, elle est formidable parce que mon nom s'est marié dedans, quoi. Non, et puis Wikipédia, c'est génial, mais si tu as déjà essayé d'écrire des choses dessus, l'interface est très complexe. Et il y a tout aussi, pour être éligible, il faut que ton monument, il y ait au minimum Napoléon qui soit venu pique-niquer dedans, quoi. Autrement, il n'est pas intéressant. Donc tu dois toujours te raccrocher à la grande histoire sur Wikipédia. La fontaine de Cossonay ne va pas intéresser Wikipédia. Tu vois, ton article va être refusé. Au contraire de Genius Lucky, où nous, on adore ces légendes locales, on adore ça. Et donc, t'as des habitants qui viennent avec des albums photos de famille, qui les feuillettent, qui prennent en photo avec leur téléphone, qui mettent les contenus sur Genius Lucky, qui créent des aventures avec ça. Et c'est une richesse folle, quoi. En fait, on a un concept derrière Genius Lucky. La vision, c'est ce qu'on appelait le Deep Point of Interest. Tu as les points d'intérêt qui vont être le château de Morges, par exemple. Ben, nous, c'est comment tu vas à un niveau de profondeur qui le rendent vraiment intéressant, et c'est des contenus inédits en fait qui existent nulle part ailleurs. Et c'est quoi comment tu fais ça? En fait, tu le fais en impliquant la population, que eux se sentent qu'ils aient envie de le faire. Alors ça peut être aussi des experts, hein, des gens qui ont écrit un bouquin ou fait une thèse dessus. Et l'idée, c'est en fait, ils creusent, ils trouvent l'info et ils la partagent en fait sur ces médailles. Aussi, une chose importante, c'est que les contenus, tu les trouves pas en ligne. Donc ça, c'est important pour les offices du tourisme. Ce qu'ils adorent, c'est que les gens doivent être sur place, scanner la médaille ou être au moins physiquement sur place sur la carte, et là on ouvre les contenus. Donc tu vois, il y a un côté un peu géocaching assez cool en termes d'expérience,
Ou, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans une cabane d'altitude, puis t'as bien galéré, t'as genre monté tes 1500 mètres de dénivelé, puis là, tu ouvres le livre d'or, tu dis, yes, il n'y a que moi qui peux le lire, faut monter ici pour le lire. Ben, c'est un peu la même expérience. Ok, Voilà. cool. Et ça change quoi de lancer en projet. Enfin, tu as donc ces deux entreprises, Ouais, Design Sprint, où tu vends à des. des Tu corporates. vends de l'innovation à des Ouais, corporates, et puis là, tu vends de l'innovation, j'ai envie de dire, qui est low-tech, hein, et avec ouais, tout le respect que j'ai ouais. pour ça, à des communes, On- avec un modèle où quand même, bah, il faut fabriquer ouais. On, les médailles, tout ça. Ça change quoi? Ben, on est en fait sur ce high-tech, low-tech. On est très high-tech sur le digital. On utilise beaucoup d'IA, etc. Enfin, pour plein de choses. On a décidé d'être très low-tech au niveau du matériau qui se veut. Bon, en même temps, c'est très qualitatif. C'est de l'acier inox 316L, donc vraiment le top de l'inox. Et puis, quand même, des techniques de marquage qui sont utilisées en chirurgie pour marquer du matériel médical et tout ça. Mais au final, c'est un QR code. Tu pourrais dire, ouais, pourquoi c'est pas un hologramme 3D avec un machin, mais parce qu'en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est méga scalable. C'est qu'on peut produire des milliers de médailles. C'est assez facile à envoyer finalement. C'est facile à installer dans l'environnement urbain. Surtout, ça résiste énormément. Et nous, ce qu'on cherche en tant que designer, c'est toujours des patterns. Euh, on n'est pas dans la recherche fondamentale. On est là pour créer un produit grand public qui va toucher les masses. C'est aussi ça qui explique le fait qu'on ait attendu 10 ans avant de lancer Genius Lucky. Et donc ce post-Covid, parce que le QR code, on s'est quand même rendu compte que c'était le moyen le plus simple de faire le lien entre le physique et le digital. Et du coup, on s'est dit, moi, j'ai regardé un peu, est-ce que mes parents commencent à scanner les QR codes, quoi, aussi bête que ça. Et quand le Covid, tout le monde a dû scanner les trucs, ou quand les gens commençaient à payer avec Twint, ou ce genre de choses-là, on s'est dit, là, c'est mûr. C'est quelque chose qui est au-delà de, tu vois, c'est plus une technologie, c'est genre comme une poignée de porte au final. Et là, on se dit, là, on peut créer des produits, on peut créer des expériences autour de ça. C'est un peu l'idée. Donc, on cherche pas à être cool, enfin, on est cool, mais on cherche pas, tu vois, à être moderne pour être moderne, parce qu'on est résolument moderne en utilisant justement du low-tech. Puis tu parlais plutôt de l'expérience de vente, c'est ça? De vendre à une commune? Non, les deux, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as appris en faisant ça que tu n'avais pas encore appris avec Design Sprint? Ouais, mais énormément de choses. Je pense à la patience un peu, dans le sens où design sprint, bah, c'est soit les gens ont pas de problème et ils viennent pas te chercher, mais quand ils viennent nous chercher, généralement c'est un peu urgent. Tu vois, c'est quand même un truc, il y a un peu le feu, c'est un projet important, il y a des moyens qui sont mis, il y a l'envie d'y aller, et du coup ça se fait assez vite. Genius Lucky, c'est tu vas voir une commune, ils font, c'est génial votre truc. Quand même, on a toujours et on a gagné plein de prix et on a eu plein de réassurances sur le fait que les gens kiffent ce qu'on fait et trouvent le produit génial. On a gagné une médaille au Salon des Inventions de Genève aussi. En fait, le prix du public du Salon des Inventions, c'est pas rien. Et donc, tu vois les yeux des gens, tu vois que ça les excite. Mais entre le moment où tu excites la première personne dans une commune qui, lui, croit à fond, mais le moment où c'est réellement signé, tu vois, ça passe devant la municipalité, ça passe devant le conseil communal, ça passe devant... tu vois, il y a tout un flow que nous, on ne maîtrise pas et ça peut prendre du temps. Donc ça, c'est un peu... Ça nous apprend la patience. Après, il y a quand même une notion de loyauté qui est assez incroyable. C'est qu'une personne dans une commune qui te dit « c'est génial votre truc, on est intéressé », et ben, ils reviennent 2 ans après et ils font ben voilà, c'est bon, le jet de budget, ça se fait. Et ils te le signent comme ça. Et ça, c'est rubis sur typiquement l'onglet. suisse, ou parce que je sais que vous vendez à l'international, donc ça, Ouais. c'est typiquement suisse, ou tu l'as partout? Non, je pense que c'est partout. Il y a une vraie loyauté. Alors, le seul problème, c'est les législatures, tu vois. C'est que des municipaux, ils restent 4 ans comme ça et les gens changent aussi. Mais fondamentalement, entre le moment où quelqu'un te dit c'est vraiment cool et j'ai envie que ça se fasse, ben, on a un taux de conversion, je sais pas, qui est à 90% à l'heure actuelle, qui est dingue. Les gens avec qui j'ai fait un call, même il y a 2 ans, et ben ça se fait. Et il y a même des gens qui viennent, tu sais, de genre nulle part. Un village qui dit ah, on veut 40 médailles pour équiper le village. Puis je leur demande mais vous nous avez découvert comment? Puis ils nous disent ah, mais ça fait 3 ans qu'on vous suit, mais on attendait de voir si vous n'allez pas faire faillite. Avant de venir vers vous. Puis ça, là, on découvre aussi le statut de start-up, tu vois, que même si les gens sont convaincus à fond de ton produit, et en gros, ils veulent l'acheter mentalement, ben, ils attendent que tu sois assez solide pour que, ben, tu vois, c'est quand même impliquant, quoi. Ça va être sur les murs de leur village ou de leur ville, et c'est une vraie signalétique publique. Tu veux que ça... Donc, c'est maintenant qu'on sent une vraie accélération, maintenant. Après 3 ans. Après 3 ans, parce que on a eu le temps de prouver ce qu'on savait faire. On est toujours là. On est toujours là, on a du Comment buzz. tu les rassures, les gens qui te disent mais ouais les gars, vous êtes j'adore, hein,
mais je vais attendre 2-3 ans pour attendre de voir si vous n'avez pas fait faillite. Ouais, ben, déjà, je pense que c'est la pire des choses à dire à n'importe quelle startup parce que je pense que c'est applicable à vraiment tout le monde. Tu vois, après, peut-être Google, qui eux vont difficilement faire faillite, mais c'est jamais simple de réagir à ça. J'essaie toujours de répondre très cordialement. Et voilà, un peu les garanties qu'on leur donne. On a discuté avec notre hébergeur, que je peux citer, qui s'appelle Infomaniac, qui on est très fan de eux pour plein de raisons, pour des raisons éthiques et tout ça. Et puis, en gros, ils nous ont dit, si jamais voilà, vous ne pouvez pas assurer long terme l'hébergement long terme en gros de ces contenus, nous, on va les garder sur le serveur. En gros, ça a été déjà un peu... pas l'accès. C'est un vrai Voilà, élément de réassurance quand même pour une... Ouais, c'est ça. Donc, on sait qu'on a cette réassurance-là, ce qui au final, voilà, mais eux, ça leur coûterait, je pense, plus cher d'enlever les contenus ou couper l'accès au serveur. Donc, mais on a déjà ça. Et puis, l'autre chose, c'est en fait Design Sprint. Et c'est un peu paradoxal. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Genius Lucky, c'est une vraie valeur patrimoniale, ces contenus. Donc, si c'est plus nous, de toute façon, c'est un autre acteur qui va les reprendre. Ça, c'est très important. Infomaniac ne vont pas bouger le petit doigt pour développer quoi que ce soit, c'est normal. Ils ne vont pas couper les serveurs, c'est ça le truc. Mais c'est un autre acteur qui reprendrait, parce que ça a une véritable valeur patrimoniale. C'est des contenus uniques qui n'existent nulle part, et c'est des archives communales, tu vois, et que même les IA les plus dingues n'ont pas. Ça sort de la tête des gens, de la mémoire des gens. Donc ça, c'est quand même assez incroyable en termes de valeur de la data. C'est un sacré rag. Exactement, ouais, complètement. Et après, au final, Design Sprint, c'est un vrai facteur de réassurance parce que moi, je leur explique, je leur dis, regardez, on a l'agence à côté, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on travaille pour, je sais pas, Nestlé, L'Oréal, voilà, enfin des grands groupes, quoi, Somfy, ou l'État, et du coup, ça les rassure quand même, puis ils disent, ok, les gars, ils sont quand même solides, ils ont une grosse expérience internationale aussi, et en gros, pendant très longtemps, c'est Design Sprint qui a payé les salaires, qui paye toujours quand même une bonne partie des salaires. Et Genius Lucky, c'est le side project mais qui se développe beaucoup. Il y a un moment donné où je ne sais pas s'il faudra choisir. Je n'ai pas du tout envie de choisir, d'ailleurs. J'ai envie de rester le plus longtemps possible. Je crois qu'Eglé aussi. Dans les deux. Que les deux se combinent bien. Mais voilà, pour l'instant, ils évoluent les deux de manière assez gracieuse ensemble. Et ils se complètent. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui versus quand tu ne gérais que Design Sprint? Ouais. Ça change pas mal de choses quand même. C'est schizophrénique? C'est pas schizophrénique. En fait, c'est très aligné. Eglé et moi, on a une grosse perméabilité entre le travail et la vie perso. Enfin, tout se mélange, en gros. Mon associé, c'est mon épouse. On c'est la femme de ta beaucoup. vie. C'est la femme de ma vie. Ouais. Vraiment, c'est la femme de ma vie. On a une sorte de rituel aussi. Les deux, on amène notre fils à l'école le matin et puis on fait une grosse boucle pour rentrer chez nous. On fait 1 heure à pied tous les matins. Enfin, dès que je suis pas en sprint. Et en fait, c'est là où tout se décide. Tu vois, c'est dans cette balade quotidienne, juste qui nous garde en forme, on va dire. Mais c'est aussi là où se prennent les grandes décisions et on discute de tout. Donc aussi bien des vacances familiales que des business. Ouais, alors les vacances, il n'y en a pas trop, donc c'est assez vite abordé, mais beaucoup sur les business. Et puis, on va parler autant de Design Sprint que de Genius Lucky. Il y a des coups de bourre sur Design Sprint, il y a des périodes où c'est très intense. Là, j'en sors maintenant, c'est comme un tunnel où tu es à fond. Et puis moi, je suis souvent à l'étranger. Des fois, tu vois, je suis à Paris, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 1 mois, 2 mois maintenant, pour faire un Design Sprint d'1 semaine. Tu vois, des fois, je suis absent. Et elle tient un peu la baraque, etc. Et puis, il y a des périodes où on est beaucoup plus sur Genius Lucky. Puis là, on pense les next steps et le développement et tout ça. Donc, ça se fait assez naturellement. Et puis, il y a toujours Julien qui, on n'est pas un trouble, donc on ne vit pas à 3, mais on le garde quand même très proche. Et puis, donc, Julien, qui est donc le designer star un peu de Design Sprint, et puis voilà, il est aussi très impliqué dans Genius Lucky. Donc, en fait, dès qu'il y a une journée comme ça de trou dans l'agenda, on regarde qu'est-ce que tu pourrais faire sur Genius Lucky. Ah ouais, puis lui, il prend des initiatives aussi, tu vois, il va trouver où est-ce qu'il sera le plus utile. Donc voilà, ça se complète très très bien. Je te pose la question aussi parce qu'on entend souvent que... all-in. Ouais, all-in, et puis il y a cette notion d'acharnement, tu vois. Ouais. Je pense que pour réussir un projet, tu dois malheureusement être un petit peu acharné. Ouais. Et j'ai envie de dire, vous avez un acharnement qui est alternatif. Vous êtes acharné dans le Design Sprint, ça s'arrête. Vous êtes acharné dans Genius Lucky, ça s'arrête. En fait, le Design Sprint, c'est
hyper intense, mais ça dure une semaine. Donc, il y a de la préparation avant. Oui, il y a de la préparation, mais de plus en plus, tu sais, j'en ai fait 150. Je commence quand même à savoir les organiser et ça se fait de mieux en mieux. Donc, en fait, je suis all-in cette semaine-là pour les clients. Je réponds même pas à mes emails des autres clients. Je suis très, tu vois, dans le truc. Alors, c'est Aiglé qui fait le reste, bien sûr. Moi, tu m'engages une semaine, je suis pour toi là, une semaine et tu m'envoies un email à 10h30 le soir, je vais y répondre. Enfin, je suis à fond pour le client. Et puis, la semaine d'après, où j'ai pas de sprint, je peux avoir cette même intensité sur Genius Lucky. Et en fait, malgré le fait qu'on soit pas à 100% sur Genius Lucky, en tout cas, je ne sois pas, parce qu'Aiglé, de plus en plus, est à 100% sur Genius Lucky, mais on est encore trop rapide pour nos clients. C'est-à-dire que moi, je fais un call avec un client, on leur promet une fonctionnalité dont on avait parlé et tout ça, puis genre un mois et demi après, on revient, on dit voilà, c'est bon, c'est prêt, vous pouvez tester. Puis ils font oh, wow, mais j'en ai même pas encore parlé à la municipalité. Puis tu vois le truc, puis on les prend toujours de court, ils sont toujours oh, mais vous avez avancé à cette vitesse. Oui, parce qu'en fait, on garde notre rythme, entre guillemets, de sprint, c'est presque devenu notre rythme normal. Tu vois, si tu demandes à Usain Bolt de courir un marathon, il va quand même courir assez vite, j'imagine. Enfin, non, il est devenu gros maintenant, j'ai vu. Ouais. Mais voilà, on est taillé pour aller vite. Donc même sur notre travail de Genius Lucky, on va aller quand même vite, globalement. Okay. Ouais. Et j'aimerais t'entendre aussi sur Je me compare pas du tout à Usain Bolt, que ça soit vraiment très très clair. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais t'entendre sur le fait que effectivement aujourd'hui vous avez cette étiquette start-up. Figital, mais il y a quand même digital là-dedans. Mais vous n'êtes pas un spin-off de l'EPFL, vous n'êtes pas Deep Tech. Et ça change quoi selon toi? Je pense que c'est un peu une des frustrations initiales de mon parcours. Tu vois, c'est que j'ai pas fait l'Uni, pas parce que je pouvais pas, parce que ça s'est pas donné. Tu vois, c'est que j'ai quitté l'école, j'ai trouvé du travail, j'ai rentré en agence, ça s'est enchaîné. Et à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais tout vous mettre en pause pour aller faire les PFL. Enfin, tu vois, ça s'est pas donné comme ça. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en Suisse, l'accompagnement start-up est quand même largement taillé pour les PFL. En tout cas, c'est la voie royale. Les PFL, les TH à Zurich, etc. Mais ils vont capter la plupart des investissements. Ils vont avoir accès à des labos, ils vont avoir accès à des professeurs, à un réseau. Tu vois, il y a quand même tout ça. Et c'est compliqué quand tu viens pas de ce sérail-là. D'exister, tu vois, avec ton produit. Après, Genius Lucky, quand même, on a très tôt intéressé Genilem, voilà, la FIT qui nous a beaucoup aidé dès le départ. Je pense que la FIT a été radicalement importante pour nous parce qu'ils ont mis les petites mises de départ qu'il fallait pile au bon moment où on créait le MVP et tout ça. Donc ça a été vraiment drastiquement important pour nous d'être acceptés ne venant pas de l'EPFL. Ça c'est un peu compliqué après, parce qu'après, tu sens que autant les investisseurs... Bon, on n'a jamais cherché d'investissement, on n'a jamais cherché à lever, etc. Mais tu sens que les aides cantonales ou comme ça vont toujours aider la deep tech. C'est ça l'axe principal, qui viennent des hautes écoles ou surtout des universités. Donc ça, c'est toujours un peu plus difficile. Par contre, on a eu de la réassurance académique. Par exemple, on a fait partie du programme du MIT Design X, qui sont venus en Suisse l'année passée. On a fait partie des 15 startups de la cohorte. Ça, c'était un super parcours aussi. Donc, tu vois, en fait, on a toute la réassurance qu'il faut. On n'a juste pas eu les sous. Voilà, pour être clair. Mais pourquoi, tu penses? C'est quoi le... Moi, mon analyse de tout ça, c'est que politiquement, c'est complexe de suivre l'innovation. C'est complexe de savoir aussi... Si je me mets à la place d'un homme politique ou d'une femme politique qui a la soixantaine ou la septantaine, où est-ce que j'envoie les millions? Et finalement, je sais que si je channel les millions vers les PFL, ça va plutôt bien se passer. Ils vont être utilisés à bon escient sur des gros projets, sur de la deep tech. Ils ont des gros cerveaux, ils sont smart. Voilà. Et c'est beaucoup plus risqué, en effet, sur le papier, d'envoyer de l'argent sur de l'entrepreneuriat plus local ou même sur de l'entrepreneuriat professionnel, qui n'est pas de la recherche fondamentale ou des choses comme ça. Alors que, à mon sens, des petites mises de 10 000, 20 000 francs par-ci, par-là, comme le fait la FIT, par exemple, et le type d'entreprise que peut aider Genilem. Enfin, je pense que Genilem fait un travail incroyable de scouting, c'est de trouver des perles dans des centaines de projets. C'est ça que les politiques ne font pas, en fait. Et du coup, je pense que c'est juste plus simple de signer un gros chèque pour des universités que d'aller chercher la qualité dans ces projets-là.
D'où l'importance de ces aides comme Genilem ou de la FIT, parce que c'est d'autres voies en fait. Ouais. Ok. Mais il n'empêche que je suis assez d'accord. Des fois, quand on parle un peu avec la fille, donc évidemment, on est proche et le but, c'est pas faire de l'autopromo, mais on dit souvent que ouais, on arrive à spotter en fait les bons entrepreneuses, les bonnes entrepreneuses, les bons entrepreneurs. Ouais. Après, c'est peut-être pas forcément ce projet-là qui va marcher, mais en tout cas, cette faculté-là. Ouais, en fait, un peu le problème d'une startup ou d'un projet early stage, de toute manière, c'est que, en vrai, tu sais pas si ça va marcher. Ça, c'est la base du truc. Mais c'est quand même plus simple de mettre de l'argent sur quelque chose qui a déjà un logo dessus. Comme c'était plus simple d'acheter du design sprint parce qu'il y a le logo Google, etc. C'est plus difficile d'acheter un projet entrepreneurial qui ne sort pas de l'EPFL, par exemple. C'est normal parce que c'est pas directement affilié. Et peut-être que la FIT ou ce genre d'aide ou la Fongite à Genève ou comme ça, c'est peut-être déjà eu un premier logo qui est mis. C'est pas suffisant, mais c'est déjà une première réassurance. Okay. Ouais. J'aimerais t'entendre pour conclure, parce qu'en préparant cet épisode, on parlait aussi de ton parcours en tant que scout. Ouais. Et, le caméléon, ouais. Le caméléon, mais aussi parce que tu me disais que quand tu étais chef scout, je sais pas quel est le bon mot, moi j'ai pas fait les scouts. Ouais, on disait responsable. Responsable. Parce qu'on n'aimait pas les. Qu'est-ce que tu as appris à l'époque, les compétences transverses, on parlerait comme ça aujourd'hui, qui te servent dans l'entrepreneuriat? Ouais. En fait, c'est archi clé. Puis c'est vrai que si tu refais un petit peu le parcours, c'est quand même une étape super importante. Quand j'étais gosse, je faisais les scouts parce que j'étais pas très bon au sport et tu vois, je faisais pas du foot ou du tennis, quoi. Moi, je faisais de la BD, enfin voilà, tu vois le mec. Et du coup, les scouts pour moi en tant qu'enfant, c'était quelque chose de très complet, tu vois. J'étais pas du tout dans un groupe, des fois il y en a certains qui sont un peu religieux ou militaristes, c'était pas du tout le délire du groupe où j'étais à Morges, donc eux ils sont vachement plus nature, c'est vraiment l'idée vivre dans la nature, c'est ça le truc qui a pris beaucoup de valeur avec le temps, parce qu'évidemment maintenant être déconnecté, tu vois, des téléphones, des réseaux, des trucs, c'est quand même presque un luxe maintenant. À l'époque, c'était juste comme ça qu'on vivait. Mais, et du coup, je l'ai vécu en tant qu'enfant, mais surtout, tu es responsabilisé très jeune, parce qu'à partir de 14 ans, tu commences à organiser des trucs pour tes pairs, en fait. Et à partir de 16 ans, tu es responsable. Donc, en fait, tu as la responsabilité de devoir occuper une trentaine d'enfants sur un camp de 2 semaines et l'organiser et partir des fois à l'autre bout de l'Europe. Et là, tu apprends la résilience, tu apprends l'organisation, tu apprends à parer à toute situation, tu vois, hardcore. Des fois, tu es là, tu campes, il est 2 heures du mat, tu es en montagne, tu as un orage, la tente s'arrache, qu'est-ce que tu fais quoi, avec des enfants de 11 ans? Et je pense que ça, c'est une sacrée école de la vie. Et je pense que énormément de situations auxquelles j'ai été confronté, j'ai réussi à les déjouer, tu vois, où j'étais, comment dire, ok avec le fait d'être inconfortable. Tu vois, et très jeune, tu apprends à être mouillé, à dormir dehors, à tout ça. Parce que, en fait, dans un design sprint, tu n'es jamais confortable. Tu es hors de ta zone de confort à fond. Tu pars une semaine quelque part, tu sais pas où tu vas aller. Bah, tu vois, quand j'ai fait un sprint en Arabie Saoudite, waouh, tu sais pas où tu arrives, quoi. Et puis tu vas faire un workshop d'innovation, puis je leur demande 2 jours avant, ouais, est-ce que je peux mettre de la musique? J'ai vu que c'était un peu compliqué, puis ils font, ah oui, ça va, ça fait 2 ans que les gens vont plus en prison pour ça. Je fais, ah waouh, ok, il y a quand même un petit gap, tu vois, un petit changement culturel et il faut s'adapter. Donc vraiment, je pense que ça, c'est l'origine, ces années de scoutisme et d'organisation très jeune de diverses activités. Et ça, tu dirais que c'est la qualité indispensable à une entrepreneuse ou entrepreneur, c'est d'accepter cet inconfort. Je planifie tout, mais je sais que ça va pas se passer comme ça. Ouais, c'est ça, il faut accepter que en fait, tu es en permanence hors de ta zone de confort. Même quand tu as eu tellement de réassurance, tu as gagné plein de prix, tu as des clients. Sur Genius Lucky, on a déjà une cinquantaine de villes, tu vois, qui sont des clientes en 3 ans sur un produit digital, etc. C'est pas rien. Mais tu t'hésites toujours. Tu te dis, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que, voilà, tu hésites en permanence. Et en fait, tu peux jamais tout savoir à l'avance. C'est ça, tu peux jamais te dire, la voie est toute tracée, on sera exactement là. Il faut accepter que, voilà, le plan va un peu évoluer. Il faut accepter, comme la médaille dorée, on voulait la faire tout de suite, on l'a pas faite. On est parti sur l'inox parce que pour des raisons techniques, on a vendu l'inox pendant 2 ans.
en sachant qu'au final, un jour, il y aurait une dorée, on a réussi à la faire, tu vois, et on a bouclé le truc. Donc, je pense que faut toujours retomber sur ses pattes, quoi. Je crois que c'est ça. Mais avoir en plan, mais par contre, avancer. Enfin, Ouais. tu décris un sprint finalement, tu vois, où Ouais, mais quoi qu'il arrive, j'avance quand même. il y a ça, et puis aussi dans l'inconfort absolu, pour revenir à Eglė, qui est lituanienne, qui est quand même un pays assez particulier, hein, avec une langue très peu parlée et tout ça, qui n'a rien à voir avec une autre langue. Moi, je passe des semaines entières dans sa famille. Au bout de 10 ans, je comprends pas toujours un mot de ce qu'ils se disent. Donc en fait, j'ai appris, tu sais, à vivre en arrivant à vivre, mais dans un inconfort permanent de même pas comprendre ce que les gens se disent, tu vois, autour de moi. Et je pense que ça m'aide énormément dans les sprints, en fait. Et cette expérience d'avoir vécu 10 ans de sprint, je pense que c'est au cœur du personnage et de ce que je vis, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour ces 10 prochaines années? Bah, je pense beaucoup de succès. Moi, ce que j'espère un jour, c'est que je vais dans une ville, tu vois, que je connais pas. Je m'assieds sur un banc au hasard et je vois une médaille Genius Lucky. Et là, je me dis, yes, là, on a eu une empreinte sur le monde. Elle est modeste à l'échelle d'une médaille. Mais en fait, quand tu l'as fait fois des milliers de médailles, il se passe des trucs derrière chacun de ces projets. Donc, je pense que c'est ça. J'espère que j'ai vraiment envie que ce projet, tu vois, prenne au niveau européen parce qu'on est vraiment sur un truc. Et puis voilà, puis je pense que le souhait le plus important, c'est la santé, rester happy en couple. Voilà, parce qu'on vit des trucs incroyables. Ouais. Et dernière question, c'est une question que j'aime bien, mais je la pose pas tout le temps. Je me rends compte que je ne l'ai pas forcément posée ces dernières fois. Si tu pouvais revenir parler à Steph, qui est responsable scout à 15 ans, Ouais. à Morges, tu lui dis quoi? Coupe-toi les cheveux, mec, tout de suite. Parce que j'ai les cheveux jusqu'ici. Donc voilà, ça j'ai appris à mes dépens que j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de... J'étais dans une période métal et non, coupe-toi les cheveux. Okay. Ça marche. Steph, merci beaucoup. Grand plaisir, c'était... Tout bon, Ouais. bonjour à Eglė et à bientôt. Ah ouais, merci Cyril. Salut.